Bonjour à tous, bienvenue pour cette édition du AI Token Share. Ce soir, on a le plaisir de recevoir la société Palm qui va nous exposer sa solution autour de comment l'IA réinvente le développement des compétences et des talents. Et pour ce faire, on va donc avoir Pierre, le CRO de Palm qui va faire la présentation, accompagné de Marc Pessa qui est le CTO. Et pour vous rappeler, les AI Token Share, c'est donc une série de webinaires qui a débuté avant l'été, qui va bientôt arriver à sa fin pour 2022 et qui est là pour présenter des cas d'usage ou des technos autour de l'intelligence artificielle et qui est vraiment là pour, vous sensibiliser à tout ce qui se fait de bien aujourd'hui en IA et aujourd'hui, on est un peu sur les sujets RH, et IA et donc je vais laisser la parole à Pierre, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, je suis très heureux de pouvoir parler avec vous de développement des compétences et des talents. On va le faire sous un prisme, un peu particulier ici, puisque ça va être sous le prisme de l'IA. Donc, tout d'abord, avant de se lancer, sur le sujet, je voudrais faire un bref travail de définition. Tout simplement parce que l'IA, c'est un concept qui est, très galvaudé, qui a pu générer il y a quelques années des attentes, assez démesurées où on espérait en fait être en mesure de reproduire une intelligence humaine finalement. Alors aujourd'hui, on n'en est plus là, le sujet est un petit peu mieux connu et je pense que les attentes sont devenues plus mesurées par rapport à ce que peut faire, l'IA et notamment en entreprise. Mais il n'empêche que même dans ce cadre, l'IA fait référence potentiellement à des technologies potentiellement très différentes. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans ce sujet et je voulais vous préciser ce qu'on entend nous chez Palm par IA, en quoi on est différent d'une, solution, qui ne serait pas basée sur l'IA justement. Donc il y a quelques différences par rapport à une solution traditionnelle et on peut retenir 3 éléments différenciants. Une solution IA, ça va se distinguer par, les sources de data qu'elle peut exploiter, la capacité de compréhension et la capacité d'apprentissage. Au sujet du premier point, une solution traditionnelle devra généralement être alimentée par des données qui sont dites, structurées. Donc, par exemple, dans les RH, ça peut être un identifiant, de paye, un numéro de sécurité sociale ou un email comme un identifiant unique. Ça, ce sont des données structurées. L'IA, elle pourra traiter ces données, structurées, mais également des données qui sont dites déstructurées. Dans les RH, si on veut des exemples, ça peut être un CV, une description de job, un feedback d'un collaborateur, ça peut être à peu près n'importe quoi. Et le deuxième point que j'évoquais qui est en lien, c'est la compréhension. Elle est essentielle parce que ça ne sert à rien, en fait, d'être capable de centraliser, autant de données si on ne comprend pas, cette donnée, qu'on ne la restitue pas sous une forme intelligible pour l'utilisateur. Donc il va falloir développer un moteur de compréhension qui va se baser sur un dénominateur commun à la plupart de ces sources de données, structurées ou non, c'est le langage naturel. Et 3e point et pas des moindres, l'IA va devoir être, apprenante pour s'ajuster en permanence et devenir chaque jour, en fait, plus pertinente dans les recommandations qu'elle va faire à ses utilisateurs. Ce travail de définition étant fait, j'aimerais vous projeter dans un monde tout d'abord sans IA pour comprendre, les limites de ce monde, qui n'est pas épaulé par une solution basée sur, l'IA. Donc concrètement, quand j'ai des tâches, RH pour, développer mes talents, mes compétences, j'ai toujours besoin d'informations. Et je vais devoir faire, pour cela, pas mal d'opérations manuelles pour aller chercher l'info justement. Je vais en général me connecter à mon SIRH pour récupérer, toutes ces infos. Donc ça peut être par exemple la paye, pour voir les dernières évolutions de salaire d'une personne. Ça peut être l'outil d'entretien annuel pour connaître les aspirations de mes collaborateurs et tenter d'évaluer leurs performances. Ça peut être aussi un outil de feedback 360 si j'ai la chance d'en avoir un et que j'ai envie d'élargir un petit peu mon analyse. Éventuellement, je vais aller chercher un CV, en espérant aussi qu'il soit à jour, pour évaluer les compétences que possède la personne. Et puis, je vais, agréger toutes ces informations dans un fichier Excel pour, essayer d'avoir une vue d'ensemble et les retravailler. Donc évidemment, c'est un mode de fonctionnement qui présente de nombreuses limites, mais en même temps, quand on n'a pas d'outils, IA, on n'a pas trop le choix, c'est comme ça qu'on travaille.
Donc les problèmes que ça peut engendrer, si on se positionne par exemple sur le sujet des compétences, et ben, je risque d'avoir un coup de retard, permanent. Pourquoi? Parce que mon référentiel de compétences dans ce schéma, il est statique, il est propre à l'entreprise. Il y a aucune comparaison avec le marché. Je ne sais pas si je suis en avance, en retard et donc ma stratégie d'upskilling et de reskilling, elle va être, impactée négativement. Si on prend le sujet people review, je vais avoir trop d'actions manuelles pour le faire à l'échelle de l'entreprise et donc je vais me baser sur une petite proportion de mes talents qui sont déjà en fait présélectionnés, comme étant des talents et donc je vais oublier mécaniquement des personnes, qui sont passées entre les mailles du filet de cette présélection. Et un dernier exemple, ça peut être un plan de succession. Comment remplacer un manager qui part dans un service sur une structure de centaines ou de milliers de personnes? Il faudrait que j'arrive à croiser les aspirations des collaborateurs à la mobilité interne avec les compétences, dont ils disposent. Généralement, on n'a pas cette info en l'absence d'outils et donc la succession malheureusement va se faire dans la même BU, voire dans la même équipe. On fait monter le N-1 par exemple. Donc c'est une situation, voilà, qui présente pas mal de problèmes, qui induit un turnover aussi des talents parce qu'il manque de visibilité sur, les mouvements qu'ils peuvent faire en interne et une augmentation assez conséquente des coûts. Alors comment est-ce que l'IA peut résoudre, en partie ces problèmes? Eh bien, de la façon suivante. La première chose qui est géniale avec une solution basée sur l'IA, c'est que j'ai le confort maintenant de sélectionner les sources que je veux exploiter. Je n'ai plus la contrainte de la donnée structurée. Par exemple, je décide d'installer une solution basée sur l'IA et je vais demander à mon prestataire d'exploiter les référentiels, suivants. On va dire la paye pour commencer, c'est assez basique, ça me permettra d'avoir l'ancienneté, l'âge, l'évolution de salaire des collaborateurs. Mais j'ai aussi besoin de plein d'autres choses. Je voudrais une base, dans laquelle se trouvent les CV de mes collaborateurs, je voudrais que ce soit exploité. J'ai aussi une base dynamique où j'ai toutes les descriptions de tous mes jobs ouverts du moment. J'ai aussi une connexion, possible à mon outil de feedback 360 et puis à mon catalogue de formation. Et enfin, je voudrais aussi une connexion dynamique à mon entretien, d'outils annuels et d'évaluation de la performance. Ça fait beaucoup de choses, mais on est en mesure, quand on a une bonne solution d'IA, de les connecter en direct, de récupérer ces données, de les travailler, de les comprendre et de les restituer sous une forme qui va être intelligible pour vous permettre de travailler dessus. Et dans ce contexte, on voit qu'il y a beaucoup de contraintes qui vont, disparaître. On passe d'une analyse statique à une analyse, dynamique. Les erreurs associées aux actions manuelles, bah, ne peuvent plus survenir donc ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire aussi, hein, parce que les erreurs humaines peuvent coûter cher. Je prends des décisions qui sont désormais pleinement informées avec beaucoup plus de dimensions que sur une analyse, manuelle. La data, elle est à jour, elle est complète et je diminue drastiquement mes coûts. On parle de plusieurs dizaines de jours hommes, économisés, chaque année. Alors, je vous ai mis un tableau récapitulatif, qu'on pourra vous transmettre par la suite, des changements structurels liés à l'IA et de ce que ça permet d'économiser. Notamment sur la partie détection, des compétences et des potentiels, bah, le gain de temps est énorme, hein, puisque tout est automatisé. La diminution des coûts liés, à l'économie de jours hommes est très conséquente. On passe de beaucoup d'actions qui sont, initialement manuelles à des choses qui sont complètement automatisées. On passe de référentiels statiques à dynamiques et l'UX, on va en parler, à les penser nativement pour les utilisateurs, en général sur les solutions modernes d'IA, ce qui change aussi, le travail au quotidien. Alors, comment est-ce que tout cela fonctionne? Puisque ce n'est pas de la magie, même si ça y ressemble un petit peu. Eh bien, pour être franc, je ne suis pas le meilleur expert pour vous parler de ce sujet. Je comprends très bien ce que fait l'IA, mais comment elle le fait? Eh bien ça, c'est un sujet pour, Marc, notre CTO, que je vais laisser vous présenter la suite du programme. Marc, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne, l'IA chez Palm?
Alors, si tout le monde a quelques heures à me consacrer, on va pouvoir effectivement expliquer ça. Non, très sérieusement, bonsoir à tous, merci Pierre. On va essayer effectivement d'expliquer ça en 5 minutes. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais revenir sur 2-3 points qu'évoquait Pierre en introduction et qui sont très très importants quand on parle d'IA. Déjà, dans le domaine RH, nous, on parle souvent d'outils d'aide à la décision. C'est-à-dire que l'IA n'est pas un robot qui prend les décisions RH, c'est un outil qui vous aide à prendre des bonnes décisions, comme le disait Pierre. C'est un outil effectivement apprenant. On parlait des avantages autour du gain de temps. Il y a un sujet très important qu'on va revoir juste après, c'est les biais. Les biais, ce qu'on appelle les biais cognitifs et toutes les problématiques d'inclusion. Comment j'analyse le CV de quelqu'un, comment psychologiquement je réagis face à ce CV avec mes propres biais et comment l'IA essaye, c'est notre travail quotidien, d'être plus objectif dans l'analyse de toutes ces informations. Alors, pour rentrer dans le détail, comment ça marche? Comme le disait Pierre, la première étape, c'est de consolider un ensemble d'informations. On parlait de SIRH, de CV, de job description, données du marché aussi, parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'être toujours connecté de très près au marché. C'est comme ça que vous pouvez mettre en place vos stratégies d'upskilling, reskilling de manière très proactive et très liée à ce qui se passe dans le marché. Et toutes ces données-là, on va les collecter dans ce qu'on appelle un data lake et en fait, on va totalement tout déstructurer. Alors, la déstructuration des données, ça a été inventé par les réseaux sociaux. L'idée, c'était de dire un profil Facebook n'est pas un ensemble de champs dans une table, c'est des informations, des photos, des images, du texte, etc. C'est un ensemble d'informations autour de la personne. Et on fonctionne sur ce même modèle-là. Gros avantage, c'est que quand on travaille sur de la donnée déstructurée, on prend tout en vrac, ça va super vite. Pour ceux qui ont déjà mené des projets d'intégration de données où il faut dire le champ nom, il va dans le champ name de la table, etc., et faire champ par champ, c'est une punition. Et c'est souvent ce qui freine les projets d'intégration de données. Donc, première étape, je prends toute la donnée, entreprise, marché, universitaire, réseaux sociaux, etc. Je déstructure tout dans un data lake. Ensuite, on va voir l'analyse, ce que Pierre appelait l'apprentissage, c'est d'abord la compréhension du langage naturel. Un CV se fait en langage naturel. Dans un CV, je dis, je m'appelle Marc, je suis codeur, j'adore le langage Python. Il y a des éléments qui sont clairement objectifs. J'ai cité des langages, des compétences linguistiques, techniques, métiers, sectoriels, etc. Et puis, il y a tout ça s'exprimer en langage naturel. De la même manière, quand je dis je cherche un développeur qui connaisse Python et qui soit plutôt cool, etc. Donc, il y a la partie hard skills, soft skills, et tout ça, c'est encore une fois exprimé en langage naturel. Donc, une fois que j'ai collecté toutes les données, je vais les restructurer en analysant le langage naturel et en les comprenant au travers d'un dictionnaire qui sont en fait un ensemble de concepts sur lesquels on va analyser les informations. C'est ce qu'on appelle la partie vectorisation des informations. Aujourd'hui, nous, on travaille sur un dictionnaire qui a à peu près 35 000 dimensions. 35 000 dimensions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, j'ai 35 000 concepts qui vont me permettre d'analyser un CV ou une job description ou une formation ou n'importe quel élément. C'est-à-dire que c'est mes 35 000 critères. Évidemment, sur un CV, on ne va pas utiliser tous les critères, ça c'est certain, mais ce qui est certain aussi, c'est qu'on va utiliser beaucoup plus de critères que n'est capable de le faire le cerveau humain. Et c'est ça qui va donner cette partie aide à la décision. Je vais élaguer, je vais amener le plus de critères possibles de manière synthétique, et ensuite, on va pouvoir juger. Quand je parle de lire un CV pour l'affecter à un job ou pour l'affecter à une mission, pour donner une formation, l'idée, c'est que, en fait, moi, être humain, j'analyse ça. Déjà, j'ai pas beaucoup de temps, donc en général, un CV, on connaît les temps de lecture de CV qui sont en général assez faibles. Et donc, je le lis en diagonale et puis j'en retiens quelques impressions. Là où la machine va faire mieux que nous, c'est que elle va effectivement tout lire, tout comprendre et synthétiser ensuite ces informations sur les dimensions qui vont du coup être lisibles pour vous et qui vont être surtout importantes pour vous. Et ça, c'est la dimension apprentissage. Donc, je collecte de la donnée, je comprends cette donnée et j'apprends qu'est-ce qui a du sens ou ce qui n'a pas de sens. Notre solution, on l'installe chez nos clients, elle est opérationnelle au premier jour, et puis un mois plus tard, elle est un petit peu différente parce que elle a appris effectivement dans chaque entreprise déjà quel est le langage de l'entreprise. On ne dit pas la même chose de la même manière dans toutes les entreprises. Il y a une culture d'entreprise. Donc, quel est le langage de l'entreprise? Quelle est sa culture? Comment sont pris en compte les paramètres les plus importants. Donc, je vais apprendre et je vais finalement, à la fin, proposer typiquement un matching. Je cherche à remplir un poste ou je cherche un poste pour quelqu'un. Je cherche un poste qui va après un autre poste.
je cherche une formation qui me permettrait d'aller d'un poste vers mon poste suivant dans mon parcours de carrière. Tout ça, c'est du matching, en fait, entre différents éléments qui parlent de quoi? Qui parlent de compétences, qui parlent de soft skills, qui parlent de hard skills, mais encore une fois, avec cette notion de j'ai appris dans chaque entreprise quels sont les hard skills qui sont importants, quels sont les soft skills qui sont importants, quelles sont les analyses sur lesquelles quelles sont les dimensions sur lesquelles je fais mon analyse. Et pour revenir sur la notion de biais qui est très importante, on travaille vraiment très fort aujourd'hui sur cette notion d'inclusion. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle a deux gros chantiers, hein. Elle a un premier chantier d'explicabilité. Effectivement, il faut qu'on soit capable de vous montrer pourquoi on vous a proposé un profil, donc expliquer comment l'IA a fonctionné. Et il y a un enjeu d'inclusivité qui est extrêmement fort. Donc là, l'idée, c'est de dire, j'analyse un CV, je vois quelqu'un qui a eu un poste de direction marketing. Je ne vois pas un directeur marketing, je ne vois pas une directrice marketing. Je vois une direction marketing et je fais matcher ça avec une autre direction marketing sur un CV ou sur une job desk. Et là, je n'ai plus de masculin, je n'ai plus féminin, j'ai plus de genre, j'ai plus d'origine sociale, j'ai uniquement des notions qui sont totalement objectives et au travers de cette analyse de ce dictionnaire, je n'ai plus de biais, je n'analyse que par rapport à une compétence qui est la direction marketing. Je cherche un profil qui ait de l'expérience en direction marketing. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, pour terminer ce petit tour d'horizon, l'idée, évidemment, c'est que 35 000 dimensions, comme je vous le disais, le cerveau humain, il ne sait pas faire. Et le gros travail que nous, on fait aujourd'hui chez Palm, c'est vraiment d'arriver au travers de l'expérience utilisateur à rendre les choses très simples. Je parlais d'explicabilité. Effectivement, il faut que vous puissiez facilement comprendre pourquoi l'IA a pris une décision. Et il faut surtout que ça soit très fluide. C'est un outil qui va m'aider, qui va filtrer des informations pour moi, qui va me proposer des informations. Et tout ça, à la fin, ça doit me faire gagner du temps. Donc, on oublie la complexité, on oublie les 35 000 dimensions et on travaille sur une dimension expérience utilisateur. Comment moi, en tant que RH, je vais pouvoir bénéficier de la puissance de l'intelligence artificielle pour bosser au quotidien. Pierre le disait, c'est très important de gagner du temps. La valeur d'un RH n'est pas dans le tableau Excel sur lequel il va consolider des informations. Elle est dans la décision humaine qu'il va prendre à la fin. Et ça, nous, on en est persuadés. C'est qu'on met cette technologie au service du RH pour qu'à la fin, il prenne lui la décision avec tout ce qu'il y a d'humain dans ressources humaines. Et l'IA, à la fin, le gros travail qu'on fait, comme je vous le disais, c'est de simplifier l'expérience utilisateur, d'avoir un outil qui, au quotidien, va avoir une vraie facilité d'usage. Je ne sais pas, Pierre, si j'ai oublié des morceaux. Non, je te remercie, Marc, c'est très clair et concis. Donc il y avait une question qu'on peut peut-être prendre dès maintenant dans le chat. Philippe nous demande, avez-vous pu détecter des biais dans les datas? Si oui, comment les avez-vous éradiqués? Alors oui, il y a des biais dans les données. C'est presque un travail quotidien. C'est quelque chose sur lequel on a vraiment un focus permanent. Le langage introduit des biais. Le langage naturel introduit des biais. Vous connaissez la problématique aujourd'hui de l'écriture inclusive qui est plus ou moins utilisée. Une fameuse histoire que tout le monde connaît, je crois, enfin, quand Amazon France a voulu introduire son premier algo de matching, il est devenu sexiste au bout d'une semaine. Pourquoi? Tout simplement parce que la donnée reflétait le fait que les postes de management étaient réservés aux hommes. C'est la donnée constatée par l'algorithme. Ça ne veut pas dire que l'algorithme est raciste, ça veut dire que l'algorithme apprend sur des données qui sont elles-mêmes biaisées par l'histoire, parce que c'est comme ça que ça se passe chez Amazon depuis un certain nombre d'années. Je dis Amazon parce qu'eux ont communiqué sur cette histoire, mais c'est un cas très classique. Donc la donnée est biaisée par définition, et tout le travail qu'on fait sur le dictionnaire, c'est justement pour enlever les biais et avoir un concept qui soit purement une compétence en la dissociant totalement du concept, du contexte, pardon. Donc, c'est le travail, en fait, éliminer les biais, c'est pas tant dans les algorithmes de matching, mais c'est en amont, dans le travail sur les 35 000 dimensions, il faut que chaque dimension soit propre, entre guillemets, c'est-à-dire c'est une dimension qui n'introduise pas un biais quel qu'il soit. Une dimension, par exemple, je pourrais dire, je l'ai fait, par exemple, j'ai fait le test avec LinkedIn. Si LinkedIn propose en public un dictionnaire de concepts qui sont utilisés par les moteurs de LinkedIn. Dans la version américaine, il y a la religion.
pourquoi pas? Les Américains fonctionnent comme ça. Typiquement, c'est des choses qu'on a enlevées de nos dictionnaires. Je veux dire, ça n'a pas à rentrer en compte, ça n'existe pas, dans le monde RH français. Et ben, chez LinkedIn, aux États-Unis, ça existe. Donc, voilà un exemple typiquement de comment j'enlève les biais. Je travaille sur chaque concept et je vérifie effectivement que c'est un concept objectif qui puisse pas introduire un biais. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de continuer. Donc maintenant qu'on a vu ensemble, rapidement comment fonctionne, l'IA chez Palm et tous les avantages que peut, revêtir en fait une solution d'IA, que ce soit Palm ou une autre, on peut se poser, une question assez simple. Heu, Pourquoi en fait tout le monde n'utilise pas encore aujourd'hui une solution IA? Où est le piège finalement si c'est, si extraordinaire et si les bénéfices sont si évidents? Eh bien, la vérité, c'est que, il va falloir accompagner très fortement la transformation. En fait, et ça on est convaincu d'une chose, chez Palm parce qu'on a pu l'observer, chez nos clients, l'IA, c'est un formidable outil de transformation, mais ce n'est pas une transformation en soi. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un ingrédient secret qu'on a identifié et qui fait que ça marche, donc c'est faisable, mais il faut absolument faire ce travail. Cet ingrédient secret, pour transformer véritablement en profondeur une organisation, quelle qu'elle soit, c'est d'impliquer l'intégralité de vos collaborateurs. Alors, quand on dit cela, il y a 2 questions sous-jacentes qui, se présentent. Le pourquoi, impliquer tout le monde et ensuite le comment. Le pourquoi, c'est probablement la question la plus simple. Tout simplement, on ne peut pas prétendre développer les talents et les compétences à l'insu des talents et de ceux qui possèdent les compétences. Ça n'aurait pas vraiment de sens. On se doute que si on fait ça, on va se complexifier la tâche pour rien. Le deuxième point, c'est, plus technique, mais quelle que soit la donnée qu'on exploite, elle sera toujours plus pertinente si elle est dynamique et enrichie collectivement. C'est-à-dire qu'en impliquant tout le monde, eh bien, on actualise en permanence toutes les données, par exemple les bibliothèques de compétences, les besoins en recrutement, les besoins en formation. C'est, cette intelligence collective, ce travail collectif qui va venir enrichir la donnée qu'on utilise et qui va rendre l'IA chaque jour plus pertinente. Maintenant qu'on a dit ça, se pose quand même la question du comment est-ce qu'on fait pour embarquer plein de collaborateurs, ensemble sur un même sujet? Et c'est une question, dont la complexité augmente, souvent proportionnellement à la taille de la structure. Il faut envisager des structures parfois de centaines ou de milliers de collaborateurs. Alors la première chose à faire, c'est donner un accès à tous et toutes. Donc choisir une solution qui propose, à chaque collaborateur un espace dédié avec une bonne ergonomie. Ensuite, il va falloir donner du sens, expliquer le pourquoi. C'est indispensable, en fait, d'expliquer l'intérêt individuel et collectif d'utiliser la solution. Ça, c'est un gros travail de pédagogie en amont, mais pas seulement. Ça va être aussi beaucoup de répétition. Il va falloir que les leaders adhèrent au projet pour toujours répéter l'intérêt collectif, individuel d'utiliser l'IA. Et enfin, quelle que soit la bonne volonté, quelles que soient les démarches qu'on met en place pour que ça fonctionne, le meilleur moyen finalement pour qu'une solution soit utilisée, c'est d'avoir un incentive fort et ce qu'on propose, nous, c'est de centraliser toutes les opportunités pour une personne en interne au même endroit. Alors une opportunité, il faut discuter un petit peu de cette notion. Parce que, l'idée, c'est d'avoir l'acception la plus large possible pour créer une récurrence, une habitude d'utilisation de la solution. On ne va pas se limiter, par exemple, à la mobilité, interne qui correspond uniquement à un changement de job. C'est très important, ça en fait partie, mais c'est quelque chose de trop ponctuel dans la vie d'un individu pour s'y limiter. Donc si on veut créer cette récurrence, il va falloir que les collaborateurs accèdent, donc au job, certes, mais également, par exemple, à une formation pour progresser dans un parcours de carrière. Je me connecte à ma solution IA, je vois quel est mon parcours de carrière, mes moves possibles et quelles sont les formations qui vont me permettre de progresser dans tel ou tel parcours de carrière. Déjà, c'est beaucoup plus récurrent qu'un changement de job puisqu'on a vocation à se former en continu. Mais il y a aussi toutes les entreprises et les organisations qui vont fonctionner en mode projet. Un manager monte une task force sur l'IA, il a besoin d'un expert produit, un expert marketing. Il va expliquer à l'IA quel est son projet et l'IA va pouvoir faire le matching entre le projet décrit et les profils pertinents avec leurs compétences et leurs envies de se greffer à tel ou tel projet.
Et donc, je vais pouvoir trouver aussi, au sein de ma solution IA, des projets intéressants sur lesquels me greffer 1 semaine, 1 mois, etc., pour créer une dynamique. Et enfin, il y a aussi des opportunités auxquelles on ne pense pas spontanément parce que c'est pas forcément très intuitif, mais ça peut être simplement des discussions. Telle personne a progressé dans un parcours de carrière similaire au mien. Eh bien, on va me suggérer d'aller lui parler, d'aller m'inspirer de cette personne. C'est le principe du mentoring, hein. Donc ça, l'idée, en fait, c'est de créer une dynamique interne assez forte qu'on peut retrouver en externe quand on a envie de challenge, quand on a envie de changer d'emploi. On a souvent le réflexe d'en parler à ses amis, à ses proches. Et bien là, l'idée, c'est de proposer aux personnes des opportunités en interne et un réseau en interne pour pouvoir en discuter. C'est comme ça qu'on va créer une dynamique, une habitude. Alors, quelques exemples pour faciliter la proactivité, parce que mine de rien, même avec, cette centralisation des opportunités au même endroit, il y a quand même un frein qui peut se présenter, c'est le volume d'informations. Si on est sur une organisation de plusieurs milliers de personnes avec plusieurs BU, si on centralise l'intégralité, des postes ouverts et qu'il y en a 700 et puis qu'il y a 7 000 formations disponibles, ça va être compliqué de s'y retrouver. Il faut donc que l'IA soit une facilitatrice, en faisant un matching pertinent avec, plein de dimensions des collaborateurs, les besoins de l'entreprise, ses aspirations, les compétences, qu'il ou elle possède et les compétences, qui lui restent à, acquérir. Donc là, vous voyez à l'écran ce qu'on appelle des matchs, c'est-à-dire un matching qui est fait entre, tous ces éléments et on voit que je peux postuler à un projet ponctuel ou à un poste, pour évoluer en interne. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure sur ce qu'on a vu, ensemble pendant cette demi-heure? Eh bien, l'IA révolutionne la gestion des compétences et des talents. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est pas un sujet, particulièrement futuriste. Aujourd'hui, on le voit, quand on déploie une solution d'IA dans une organisation, eh bien, ça change vraiment la donne par la capacité de l'IA à agréger et à comprendre une masse quasi illimitée de data à la fois en volume et dans sa forme, puisqu'on traite de la data déstructurée. La capacité aussi de l'IA à faire le lien avec toutes les informations, de façon à comprendre les choses et faire des suggestions qui sont pertinentes. Et la diminution drastique aussi, parce que c'est un vrai sujet, des coûts que peut engendrer une gestion des compétences et des talents qui serait encore faite manuellement. Donc ça fonctionne, c'est une révolution qui est en cours et qui présente, comme tout sujet complexe et passionnant, ses pièges. Et donc le grand piège à éviter, c'est de vouloir proposer un outil à la seule destination des professionnels RH et de ne pas impliquer 100% des collaborateurs et des managers. C'est le meilleur moyen de se planter très clairement. Et donc, il faut garder à l'esprit que l'IA, c'est un outil au service d'une transformation globale, hyper puissante, et que cette transformation globale, elle sera d'autant plus efficace que vous y impliquerez l'intégralité des salariés, des managers. Je vous remercie pour votre écoute. On peut prendre maintenant les questions. Et je vous ai mis ici notre site web et mon email si jamais vous souhaitez réagir également, après la présentation, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit. Merci Pierre, merci Marc. Alors si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit dans le chat, soit dans l'onglet questions. Hop là, c'est parti. Il y a Philippe qui demande: quel problème avez-vous rencontré par rapport aux réglementations RGPD, règlement intérieur? Et j'aurais même rajouté, moi, parce que j'avais une question là-dessus, est-ce que vous avez regardé ce qui se fait au niveau de la Commission européenne autour de l'AI Act et qui justement vise l'IA pour les secteurs RH? Et est-ce que, du coup, est-ce qu'il y a des problèmes ou est-ce que vous avez identifié des problèmes aussi dans le futur? Marc, est-ce que tu veux répondre? Alors effectivement, alors c'est des vrais sujets, hein. Alors on travaille, au sein de plusieurs groupes d'entreprises et en particulier, au niveau de la communauté européenne, effectivement, pour faire partie de ces discussions. Alors certaines choses, sinon RGPD, c'est déjà maintenant du classique, hein, c'est du vieux, mais il y a beaucoup de travail qui se fait par ailleurs sur les données. Alors
quoi qu'il arrive, effectivement, on définit les conditions d'utilisation de la solution pour chacun de nos clients, c'est dans nos interfaces, en fonction effectivement de leur règlement intérieur. Donc, on va se caler sur ces informations. On propose, alors, là, il y a un côté technologique, mais je rebondis sur ce que disait Pierre. Quand je dis impliquer, quand Pierre nous dit on implique tout le monde, c'est par exemple donner effectivement accès aux informations à tout le monde de manière transparente, avec droit de rectification, droit de suppression, etc. Donc ça fait partie, typiquement, ça fait partie du lot de recommandations, d'obligations RGPD, qui ne s'applique pas en théorie aux données professionnelles et aux données RH, mais on considère aujourd'hui que la donnée RH, c'est une donnée sensible par définition, il n'y a pas de débat là-dessus, et il faut avoir finalement cette même approche, qui est une approche que nous a amené la RGPD, qui est une approche de transparence et vraiment de rigueur dans la gestion des données. Donc c'est un sujet, on travaille dessus, on est conforme aux règles au fur et à mesure qu'elles nous arrivent, et on est de toute manière toujours en concertation avec les entreprises avec lesquelles on travaille pour être conforme à leur réglementation intérieure, et au-delà de ça, ça peut être à leur philosophie même, parce que la donnée est aussi parfois quelque part une question un peu philosophique avant d'être technologique. Je vois que Philippe est en train de taper. Peut-être juste merci. On va voir. Sinon, en attendant, est-ce que vous auriez un exemple concret d'un client qui aura utilisé vos solutions et la façon dont il a communiqué en interne sur l'usage de l'IA dans ses pratiques, en fait? Est-ce que quel était le mode de communication et comment les salariés réagissent, en fait, au fait qu'il y ait de l'IA qui soit impliquée dans les travaux RH des entreprises? Comment comment est-ce qu'ils appréhendent ça? Vous voulez dire, est-ce qu'il peut y avoir de la méfiance par rapport, Oui, c'est ça, parce que souvent on dit il y a de la méfiance par rapport à l'IA parce que c'est biaisé, gna gna gna. Mais globalement, quand on utilise des technos comme ça, finalement, il y a moins de biais humains, si on peut dire. Donc c'est souvent plus efficace et plus pertinent. Mais tout ça aussi, ça tourne autour, de toute façon, vous l'avez expliqué dans la présentation, c'est bien expliquer à l'ensemble de l'entreprise la technologie et tout, de la transparence et tout ça. Mais est-ce qu'il y a eu des méthodes de communication de vos clients au niveau RH pour sensibiliser tous les salariés et avoir un peu leur retour sur le fait qu'il y ait une IA qui soit impliquée dans les prises de décision de l'entreprise d'un point de vue RH? Je vais peut-être prendre la première partie de la réponse, Pierre, si tu veux la compléter ensuite. Il y a une chose qu'on nous dit souvent au niveau des directions RH, c'est aujourd'hui, il y a plus d'informations sur mes salariés sur LinkedIn que dans mon système interne. Parce que mes informations internes sont toujours en retard, que les salariés ont envie ou pas envie de les communiquer, alors qu'en fait, tout le monde a son profil LinkedIn à peu près à jour. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie, parce qu'effectivement, pourquoi je mets à jour mon profil LinkedIn? Parce que je veux en tirer un avantage. Je sais que derrière, il y a des algos de matching, et je sais que ma carrière peut être boostée par mon profil LinkedIn, et que, à minima, je dois avoir un profil LinkedIn propre. Et donc, c'est exactement la même idée. C'est-à-dire qu'on va amener les gens à utiliser la solution en disant: voilà les bénéfices, comme le disait Pierre. Il s'agit de vous accompagner dans votre carrière, il s'agit de vous accompagner, de vous proposer des formations, des mobilités, etc. Donc, le bénéfice que vous allez avoir à rentrer avec nous dans ce projet-là, c'est exactement le même que vous avez à rentrer dans LinkedIn. L'IA, effectivement, peut faire peur. Maintenant, comme le disait Pierre, c'est toujours un projet global de transformation. L'IA n'est qu'un outil, c'est-à-dire que on ne va pas faire la révolution dans une DRH et dans une entreprise en disant: hé les gars, on a de l'IA. Il y a une transformation et l'IA va nous aider à faire des choses, et vous allez voir, vous en allez avoir les bénéfices. Donc, venez sur la solution comme vous allez sur LinkedIn pour votre CV pro, ou comme vous allez sur les réseaux sociaux pour trouver d'autres types d'informations. Ok, super, c'est très clair. Effectivement, pris comme ça, je pense qu'effectivement, ça peut inciter les gens à faire le même exercice en interne et pas que sur LinkedIn. Et vous avez un peu des métriques de Oui. retour d'expérience d'usage de la techno?
Oui, c'est un excellent, point qui complète le précédent. En fait, je crois que ce qui fait que finalement il n'y a pas beaucoup de réactions négatives côté client, c'est tout simplement le fait que ça marche, en fait. Et ça, c'est quand même important de le signaler. Les premiers retours clients qu'on a, ils sont très bons et en fait, on s'engage vraiment à mesurer avec nos clients le ROI de la mise en place d'une telle solution. Donc, ça va être par exemple au niveau du INPS qui va mesurer la satisfaction globale au sein d'une entreprise. Ben, tout simplement, quand on voit que les opportunités internes, elles étaient super opaques et que d'un seul coup, j'accède à des opportunités de façon beaucoup plus transparente, qu'en plus elles sont super pertinentes par rapport à mes aspirations, mon profil, forcément, je me sens mieux dans la structure. Et ça se ressent sur une augmentation de l'INPS et ça se ressent aussi sur le turnover de nos clients. Quand on déploie Palm, on se fixe pour objectif de baisser ce turnover d'au moins 20%. C'est la grande promesse, en fait, c'est quand on utilise Palm et qu'on mène bien le projet, eh bien, les talents vont rester plus longtemps dans la structure. Donc, on travaille main dans la main avec le client pour y arriver. Et on mesure donc l'INPS, la diminution du turnover et les jours économisés aussi au niveau de la direction RH sur des tâches Mmh. qui étaient auparavant manuelles, le tout produisant un ROI enfin, très très largement positif. D'ailleurs, vous pouvez le calculer en ligne vous-même sur votre site avec vos propres métriques. On a mis en place un calculateur de ROI à ce sujet. D'accord et sur la question du turnover, Antoine demande si vous faites de la prédiction de turnover. Vous faites plutôt, je pense de l'accompagnement, sur les compétences et les talents plutôt que de la prédiction de turnover, mais du coup, ça a un impact sur le turnover. Mais, je vous laisse répondre. Peut-être que c'est dans la roadmap? Alors, l'objectif à la fin, effectivement, est de baisser le turnover, c'est clair, et ça fait partie c'est un des gros sujets en termes de retour sur investissement de la solution. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'au moment des talent reviews qui peuvent être annuels, semestriels ou autres, on va effectivement analyser l'ensemble des informations qu'on a sur le collaborateur, qu'on aura concaténées, qu'on aura agrégées sur toutes les sources, et ça va nous permettre de dire un certain nombre de choses. Ça nous va permettre effectivement de dire éventuellement il faut le changer de poste parce qu'il s'ennuie dans son poste, il faut qu'il progresse, il faut le basculer sur un autre parcours de carrière, donc toutes les décisions classiques RH qu'on fait au moment des people review. Et du coup, on peut effectivement être amené à poser la question, à poser une probabilité de départ pour quelqu'un. Voilà. Et après, c'est le rôle effectivement du RH pour de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, on ne le fait pas en mode prédiction à grande échelle, en disant, bah, dans votre entreprise, vous avez 12% de risque de départ sur tel service, telle personne. Mais à l'échelle individuelle de la People Review, on va effectivement analyser quelque part un peu dans quel état d'esprit se trouve le salarié au travers de données objectives et prédire du départ ou pas. OK. Je reprécise, c'est important, c'est vraiment fait à l'échelle individuelle. Oui, OK et alors côté RH, dans quelle mesure ça a changé leur pratique, l'utilisation de votre techno? Et alors j'imagine, du gain de temps et tout, mais est-ce qu'ils ont dû, radicalement, changer leur façon de travailler ou enfin, comment est-ce que ça a été, intégré côté cellule RH ou manager? Je sais pas qui, Non, alors les façons de travailler, demeurent, souvent les mêmes puisqu'on vient s'adapter au processus du client. C'est juste que ça se fait, beaucoup plus facilement, avec moins de friction et moins de travail manuel. Marc évoquait, la partie people review. Quand on n'a pas une solution d'IA pour être épaulé, et bien souvent on va faire, peut-être, la people review sur 5 à 10 des collaborateurs, grand maximum. Là, on peut le faire sur beaucoup, beaucoup plus de personnes puisque toutes les données sont à disposition. Quelque part, on n'a plus à préparer le travail, on n'a plus qu'à faire le travail, puisque toutes les données sont là. On constate que, quelque part, les salariés, devaient toujours, se former,
accéder à un catalogue de formation, faire leur choix. Bah, là, on se rend compte que les RH ont moins besoin de relancer, les personnes, que les collaborateurs se forment beaucoup plus souvent, d'eux-mêmes. Donc en fait, ça fluidifie principalement les processus qui existent, plus que ça va, transformer radicalement, les façons de faire. Et il y a aussi des choses qui sont observées chez certains de nos clients et ça rejoint un peu le thème qui est très important, chez Palm, de l'inclusivité. C'est, d'offrir des perspectives, à des personnes qui sont presque surprises de se voir proposer une opportunité, qui n'auraient pas pensé, à postuler en interne à telle formation ou à évoluer dans tel ou tel parcours de carrière. Donc ça permet, en effaçant un maximum de biais aussi, de proposer plus d'opportunités à plus de monde et donc globalement, la mobilité interne, chez nos clients, est supérieure après la mise en place de Palm, que ce qu'elle était, avant la mise en place de la solution. OK, super, merci Pierre. Je vois que Cornelia tape. Peut-être une dernière question? Alors, combien de temps faut-il pour la transformation et l'appropriation de l'outil en interne? Alors peut-être que Marc sera mieux placé que moi, mais je pense que la C'est réponse est, ça dépend. exactement. C'est la pire question pour conclure parce que c'est la question à laquelle on va répondre. En vérité, on ne sait pas parce que ça dépend vraiment des organisations. Quand on parle de transformation, bah, c'est déjà un terme qui est assez vaste. Si je prends l'aspect technique en termes d'appropriation, là, on peut répondre un peu plus facilement. Nous, on a des process d'installation, d'intégration des données, etc., qui sont très rapides. Ensuite, on va former les utilisateurs. Au bout de 2 mois, on a un service RH qui est totalement opérationnel, qui s'est approprié l'outil. Donc, qui peut l'utiliser au quotidien, qui peut lancer ses people reviews, qui peut lancer ses parcours de carrière, etc. Donc, si on peut donner un temps, c'est ce temps-là, ce temps de dire, ben voilà, j'ai un service RH totalement opérationnel avec la solution. Ce qui va se passer après, là, effectivement, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Mais si la question était vraiment, parce que c'est vrai que quelque part, c'est des gros projets, c'est des projets qui sont très structurants pour une DRH, mais l'avantage technologique et je rejoins ce que disait Pierre tout au début au niveau de l'introduction, l'avantage de l'IA, c'est elle permet de faire des choses compliquées très simplement. Donc en fait, je fais une vraie transformation en profondeur, mais la technique nous permet de faire ça de manière rapide et facile. Et une fois que tout ça c'est fait, rendre l'intelligence, alors c'est un paradoxe, hein, mais l'intelligence artificielle, pour nous, c'est rendre l'intelligence RH au RH, on leur donne le temps de faire ce travail-là. Et ce temps-là, on ne sait pas l'estimer, par contre. Tant pis. Merci Marc, merci Heureusement Pierre. d'ailleurs qu'on ne sait pas l'estimer. Oui, bah oui, c'est sûr. Bon, bah, merci beaucoup pour cette présentation. Super, je pense qu'on n'a plus de questions. C'était très clair, très efficace. On se retrouve donc d'ici un mois pour à peu près pour le dernier AI Token Share de 2022. Et donc vous aurez par mail le lien du replay pour ceux que ça intéresse. Et puis on vous enverra aussi les slides et les contacts de Pierre et de Marc si vous voulez reprendre contact avec eux. Passez une bonne soirée et à bientôt. Merci encore Pierre et Marc. Merci Merci à à vous, vous, merci merci à à tous. tous. Au À très revoir. bientôt. Au revoir.